Aujourd'hui, on va décortiquer l'économie avec les idées de Gaël Giraud. Et on va voir, ça risque de bousculer pas mal de certitudes. Alors, on commence fort. Il n'y a pas de crise de la dette publique en Europe. Waouh, ça, c'est une phrase choc, hein. C'est exactement le contraire de ce qu'on entend tous les jours aux infos. Alors, accrochez-vous parce que c'est de là qu'on part. Ok, voilà le programme. D'abord, on va se demander si la dette est vraiment un problème. Ensuite, on verra si le PIB, cet indicateur dont tout le monde parle, est vraiment le bon objectif. Ensuite, on parlera de la vraie urgence, l'écologie. On se demandera aussi si les banques font partie du problème ou de la solution. Et enfin, on essaiera de voir les choses sous un nouvel angle. Allez, on attaque direct avec le premier gros sujet, celui qui fait les gros titres presque tous les jours, la fameuse dette. Voilà le genre de chiffres qu'on nous montre pour nous faire un peu peur. Plus de 115%. Ça, c'est le ratio dette sur PIB pour la France. En gros, on compare tout ce que le pays doit avec tout ce qu'il produit comme richesse en une seule année. Mais est-ce que cette comparaison a vraiment du sens? Pour Gaël Giraud, la réponse est non. Il dit que comparer ces deux choses, c'est comme comparer des carottes et des tomates. Ça n'a rien à voir. Pourquoi? Parce qu'on met face à face un stock et un flux. Et ça, ce sont deux notions totalement différentes. Pour faire simple, imaginez une baignoire. Le stock, c'est toute l'eau qu'il y a dedans à un moment précis. Le flux, c'est l'eau qui coule du robinet. On voit bien que ce n'est pas la même chose. Eh bien, la dette, c'est le stock. Elle a été accumulée pendant des décennies. Le PIB, c'est le flux. La richesse créée en une seule petite année. Mettre les deux en ratio, c'est un peu bancal. Alors, comment on fait pour évaluer le risque? Une méthode bien plus logique, ce serait de comparer deux flux. Par exemple, ce que l'État paye chaque année en intérêt sur sa dette, par rapport à ce qu'il gagne la même année avec les impôts, par exemple. Et là, regardez, c'est super intéressant. Que ce soit la France ou l'Italie, on est très très loin de la zone rouge des 15%. Bon, ok, on a vu que le chiffre de la dette est peut-être à prendre avec des pincettes. Mais alors, qu'en est-il de l'objectif numéro 1 de tous les gouvernements? La fameuse croissance du PIB. Le PIB, c'est censé mesurer la richesse d'un pays. Mais en fait, c'est un indicateur plein de défauts. Un accident de voiture, super pour les PIB, ça fait des réparations, des frais d'hôpitaux. Le PIB ne s'intéresse absolument pas aux inégalités, ni à la qualité de l'éducation ou de la santé. Et le pire, c'est qu'il ignore complètement la destruction de la nature. Il faut savoir un truc. À la base, dans les années 30, le PIB a été créé pour savoir combien d'armes un pays pouvait produire pour faire la guerre. Rien à voir avec le bonheur des gens. Et justement, selon Gaël Giraud, pendant qu'on est tous obsédés par ces chiffres un peu bidons comme la dette ou le PIB, on est en train de passer à côté de la vraie urgence, la seule qui compte vraiment pour notre avenir. Chaque semaine, on avale l'équivalent d'une carte de crédit en plastique. Non, non, ce n'est pas une blague. Ce sont des microplastiques qui sont partout, dans l'eau, dans la nourriture et qui finissent dans notre corps. Et pour l'instant, personne ne sait vraiment quels seront les effets sur notre santé à long terme. Un autre chiffre qui fait froid dans le dos, la fertilité masculine a chuté de moitié en 40 ans dans les pays occidentaux. La cause, on soupçonne fortement les perturbateurs endocriniens. C'est quoi ce truc? Ce sont des produits chimiques qu'on trouve dans les plastiques, les pesticides, et qui mettent le bazar dans nos hormones. La tendance est juste terrifiante si on pense à l'avenir. Et là, on touche à un des plus gros risques qui pèsent sur nous, la bombe à retardement du méthane. Avec le réchauffement, le sol gelé de Sibérie, qu'on appelle le permafrost, est en train de fondre. Le problème, c'est qu'il contient des quantités gigantesques de méthane. Si ce gaz s'échappe massivement, c'est la catastrophe. Le méthane est un gaz à effet de serre beaucoup plus puissant que le CO2. Ça pourrait emballer le climat de manière incontrôlable et on parle potentiellement d'un événement de niveau extinction. Bon, face à tout ça, la question est simple, mais pourquoi on ne fait rien aussi peu? Pourquoi on n'agit pas plus vite? Eh bien, Gaël Giraud pointe un coupable, ou en tout cas un obstacle majeur, le système financier lui-même, et plus particulièrement les banques. Pour comprendre comment la finance fonctionne, il y a cette petite histoire, la prophétie des taches solaires. Imaginez, un type à la télé annonce que des taches solaires vont faire s'écrouler l'euro. C'est complètement faux et les pros le savent. Mais ils se disent que les autres, eux, vont y croire et vont commencer à vendre leurs euros. Alors pour ne pas être les derniers et tout perdre, qu'est-ce qu'ils font? Ils vendent avant tout le monde. Résultat, tout le monde vend et l'euro s'écroule pour de vrai. Et le type à la télé peut dire « je vous l'avais bien dit ». C'est ce qu'on appelle une prophétie autoréalisatrice. Et ça montre que les marchés financiers suivent souvent un mouvement de panique plutôt qu'une logique rationnelle. Et ça nous amène au cœur du problème. Regardez bien ce graphique. Les actifs liés aux énergies fossiles, c'est-à-dire le pétrole, le gaz, le charbon, représentent en moyenne 95% des fonds propres des grandes banques européennes. C'est énorme.
Ça veut dire, en gros, que leur survie économique est directement liée à la survie des énergies fossiles. Les fonds propres, c'est quoi exactement? C'est un peu le matelas de sécurité d'une banque, son airbag financier. C'est l'argent qu'elle utilise pour encaisser les coups durs. Si les pertes sont plus grandes que ce matelas, la banque fait faillite. Vous voyez où je vais en venir? Si du jour au lendemain, on décidait d'arrêter le pétrole et le gaz, tous leurs investissements dans ce secteur vaudraient zéro. Et là, c'est le crash. Les banques s'effondreraient. Alors, que faire? Giraud propose une solution radicale, une sorte d'opération chirurgicale. L'idée, c'est que la Banque centrale européenne, la BCE, rachèterait tous ces actifs toxiques liés aux énergies fossiles aux banques privées. On parle de 530 milliards d'euros. Une fois que la BCE les possède, leur valeur peut s'effondrer sans faire sauter tout le système. La BCE peut absorber cette perte, après tout, c'est elle qui crée la monnaie, et hop, les banques privées seraient nettoyées, libérées de ce poids, et pourraient enfin financer massivement la transition écologique. Maintenant qu'on a parlé chiffres, économie, banque, on va prendre un peu de hauteur. Car tout ça est lié à une question beaucoup plus profonde, la manière dont on voit le monde et notre place dedans. On connaît tous ce dessin de Léonard de Vinci, l'homme de Vitruve. Il est souvent vu comme le symbole de l'humanité, un homme au centre de tout, parfait, et qui semble complètement séparé de la nature, prêt à la maîtriser. Cette vision, c'est un peu celle qui a guidé notre monde depuis des siècles. L'humain d'un côté, la nature de l'autre. Mais est-ce que cette séparation est réelle? Pour répondre à cette question, voilà un fait tout simple, mais vertigineux. Un verre d'eau sur 5 que l'on boit vient de l'évaporation des arbres de la forêt amazonienne. Réfléchissez-y 2 secondes. Ça veut dire que l'Amazonie, qui nous paraît si loin, eh bien, elle est littéralement en nous, à travers l'eau qu'on boit. L'illusion de la séparation vole en éclats. Nous ne sommes pas face à la nature, nous sommes la nature. Voilà, on a pas mal bousculé d'idées reçues aujourd'hui. L'objectif n'était évidemment pas de donner toutes les réponses, mais plutôt de poser une nouvelle question. Alors maintenant, à chacun de s'interroger. Quelle nouvelle question est-ce que ça soulève? Et surtout, où aller chercher les réponses? Le plus important, c'est de garder un esprit critique. Sur tout, y compris d'ailleurs sur tout ce qui vient d'être dit ici.